Shin était un nerd faible et pathétique, sans rise ni aura. Mais ça, c'était avant qu'un parasite alien n'attaque son corps et ne remplace sa main. Bien qu'il ait voulu se débarrasser de l'alien au début, il l'accepte progressivement comme partenaire et décide de combattre d'autres parasites mangeurs d'hommes, devenant un véritable aimant à filles par la même occasion. L'histoire commence quand Shin se réveille, entendant une voix faible lui dire qu'il était dommage qu'il ait échoué. Shin panique en entendant cela, mais pense que ce n'était qu'un terrible rêve qu'il avait fait la nuit dernière. Il chasse ses pensées et descend prendre son petit déjeuner, où ses parents lui demandent s'il va bien car il agissait bizarrement la nuit dernière. Le nerd pathétique ne se souvient même pas clairement de la nuit passée et décide de sauter le petit déjeuner pour aller à l'école. En chemin, Murano, son béguin, l'attaque soudainement par derrière, mais sa main droite bloque l'attaque par réflexe. Murano est surprise qu'il ait de si bons réflexes, mais Shin lui dit que sa main a juste bougé toute seule. L'instant d'après, il commence à se montrer bizarre avec Murano, qui, gêné, le gifle avant de s'enfuir. Et leur ami commun Takai dit à Shin que c'est ce que l'absence de fille fait à quelqu'un. Bref, une fois arrivé à l'école, Shin s'endort car il n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, un parasite alien l'ayant attaqué. Il a essayé d'entrer dans son cerveau par son oreille, mais cela a été bloqué par ses écouteurs. Et quand le parasite a essayé d'entrer par son nez, Shin a éternué et s'est réveillé. Il a aperçu brièvement l'alien et a pensé que c'était un serpent, mais il a ensuite soudainement sauté sur lui et a commencé à s'enfouir dans sa main droite. Heureusement, Shin a quand même utilisé le cordon de ses écouteurs pour attacher fermement son bras et empêcher le parasite d'aller au-delà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les écouteurs filaires sont toujours appréciés. Ses parents sont arrivés en courant pour voir ce qu'il en était, et son père lui a immédiatement dit de changer de dealer car il devait être sous l'influence de mauvaises substances pour halluciner des serpents pénétrant son corps. Shin se réveille soudainement du rêve des incidents de la nuit dernière et trouve un professeur devant lui, en colère qu'il utilise son smartphone pendant le cours. Shin essaie de lui dire qu'il n'a rien fait, mais évidemment la preuve dit le contraire. Plus tard, Murano est toujours en colère contre lui, et Takai décide de devenir la médiatrice, car elle s'inquiète pour la santé mentale de Shin. Il décide de rentrer tôt chez lui, et se demande si quelque chose ne va vraiment pas avec sa main droite, ou s'il imagine des choses. En chemin, il voit une fille traverser la rue, sans faire attention, et une voiture foncer droit sur elle. Il agite instinctivement, protégeant la jeune fille, tout en arrêtant la voiture avec sa main droite. Shin n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire, mais en regardant sa main droite, il découvre qu'elle a changé de forme, et qu'un œil est apparu en son centre. Elle redevient vite normale, mais cela suffit à le paniquer, et il rentre chez lui en courant. Il fait une crise de panique dans sa chambre et essaie de poignarder sa main droite, qui se transforme soudainement en une créature alien, capable de parler par phrases hachées, ce qui est toujours un meilleur anglais que celui des arnaqueurs aux cartes cadeaux. Il dit qu'il n'a pas réussi à prendre le contrôle du corps et n'est devenu la main droite qu'après l'avoir mangé, et Shin commence à penser qu'il est schizo. Il attaque soudainement l'alien, contrôlant son bras, mais il brise facilement le couteau et le projette. La créature demande ensuite à Shin de lui apprendre à parler car il n'est pas encore doué pour ça, mais elle s'endort soudainement, et sa main redevient normale. Shin est déconcerté par cela, et il cherche des indices sur le net, mais ne trouve rien. Et finalement, il décide de faire semblant d'être normal. Cependant, il ignore que les aliens se sont déjà répandus dans le monde entier, remplaçant les humains et les mangeant. Le lendemain matin, Shin se réveille et trouve l'alien lisant calmement des livres pour recueillir des informations sur le monde. Il peut maintenant parler clairement, montrant des signes d'hyper-intelligence, et il peut aussi se transformer en d'autres créatures. Shin commence à s'habituer un peu au parasite et lui demande si c'est un alien. Mais la créature dit qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne se souvient que des choses après s'être éveillée dans son bras. Et la première chose qu'il a ressentie fut une insatisfaction d'avoir échoué à prendre le contrôle de son cerveau. Cela plonge Shin dans la panique. Mais l'alien explique rapidement qu'il ne peut plus rien faire puisqu'il a déjà mangé son bras et l'a remplacé. S'il avait pris le contrôle de sa tête à la place, alors les choses seraient été différentes et il serait en charge de son corps. Shin dit qu'il va immédiatement à l'hôpital pour se faire couper cette main droite monstrueuse. Mais l'alien dit que ce serait une terrible idée car il se nourrit des nutriments de Shin. Et si elle est coupée, elle mourra. Shin perdrait aussi sa main droite, qui a une bouche, et peut aussi changer de forme, ce qui est fondamentalement la plus grande bénédiction qu'un gooner comme lui puisse demander. Shin l'appelle un parasite, mais la créature dit qu'ils devraient juste coopérer l'un avec l'autre. Au moment où il dit cela, le parasite se fatigue immédiatement et s'endort, rendant la main du MC à son état normal. Plus tard, Shin va prendre son petit déjeuner
et entend son père lire le journal parlant d'une série de meurtres brutaux et violents surnommés les meurtres hachés qui se sont produits récemment. Il se rend à l'école après cela, mais décide qu'il devrait probablement se livrer à la police et leur raconter tout sur sa main alien. Cependant, le parasite lui dit que ce n'est pas une bonne idée car ils seront transformés en rats de laboratoire pour des scientifiques complètement fous. Soudain, il le prévient que l'un d'eux est proche. Expliquant que les parasites peuvent sentir les ondes cérébrales des autres, Shin décide de suivre la direction du nouveau parasite. Mais il a vite peur car il pourrait avoir pris le contrôle d'un humain. Et il ne sait pas à quoi s'attendre. Son parasite, cependant, continue de le traîner en avant et ils finissent par trouver un chien mangeant le corps mort d'un autre chien. Shin se demande ce qui se passe. Mais en voyant que le chien a été pris par un parasite, il panique. Le parasite canin regarde sa main droite et dit qu'il a échoué aussi, et puis soudain, l'alien remarque son intention de tuer. Il traîne Shin dans un endroit sûr car ils doivent se calmer avant de se battre. Pendant ce temps, le chien parasite se transforme, faisant pousser des ailes et s'envole. Il les localise bientôt cachés dans un parc, mais l'alien de Shin dit qu'ils vont le combattre ici. Il lance soudainement une attaque sur le chien volant avec des tentacules au bord d'acier et lui transperce le cœur d'un coup précis, le tuant instantanément. Shin n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer car tout a été si rapide, mais l'alien observe attentivement le parasite canin mort se ratatiner et mourir. Il déclare froidement qu'il a perdu parce qu'il n'avait pas assez étudié, et Shin réalise que cette chose avec laquelle il s'est associé n'a aucune empathie, et qu'elle est comme un insecte sans émotion. Dans une autre partie de la ville, une femme est harcelée par un groupe de voyous, quand un homme apparaît soudainement et les met tous à terre sans transpirer. Il raccompagne ensuite la femme chez elle, agissant comme un gardien stoïque, mais les voyous reviennent soudainement pour l'attaquer à nouveau. Ils le frappent à la tête avec une batte, mais l'homme ne bronche même pas. Au lieu de cela, il dit nonchalamment que son estomac ne peut pas gérer 4 personnes à la fois. Personne ne comprend ce qu'il veut dire. Mais ensuite, sans avertissement, la peau de son visage se décolle comme des pelures d'orange dans une publicité pour un nettoyant facial aux fruits, et il les découpe tous avec ses tentacules tranchantes comme des rasoirs. Le parasite change ensuite son apparence pour ne pas être attrapé et poursuit son chemin. Pendant ce temps, Shin décide de garder l'alien et de ne pas le signaler aux autorités, car après la rencontre avec le chien aujourd'hui, il sait qu'il serait en danger sans lui. Il se sent bizarre de l'appeler l'alien tout le temps, alors il essaie de lui donner un nom. La créature lui demande de l'appeler Migi, puisque cela signifie « droite » en japonais. Bien qu'il admette qu'il ne se soucie pas vraiment des noms, puisqu'il n'est ni une personne, ni un animal de compagnie. Plus tard, grâce à l'aide de Migi, Shin commence à devenir très bon en sport, ce qui fait que Murano s'intéresse à lui. Cela rend aussi le tyran de la classe jaloux, car il aime aussi Murano. Une fois le match terminé, Takai amène Murano pour parler à Shin, afin qu'il puisse passer outre l'incident passé. Shin a enfin l'occasion de s'excuser auprès d'elle, et elle lui pardonne, mais seulement s'il accepte de l'inviter à un dessert dimanche prochain. Shin est content d'entendre cela. Mais ensuite Murano remarque que quelque chose chez lui est différent. Cependant, après son départ, Migi remarque que le rythme cardiaque de Shin était anormal quand il parlait à la fille, et qu'il a clairement le béguin pour elle. Juste à ce moment-là, le tyran de la classe interpelle Shin et l'affronte avec colère pour avoir toute l'attention de Murano. Shin essaie d'éviter le combat, disant qu'il ne peut rien y faire, mais le gars l'attaque sans avertissement. Shin a peur que Migi ne se déclenche et ne tue ce malheureux, mais heureusement, il se retient et utilise simplement un pistolet Gamu Gamu pour assommer le tyran, et cela suffit à le faire fuir. Plus tard, Takai commence à parler des brutaux meurtres hachés, les mêmes que le père de Shin lisait. Personne ne sait qui est derrière eux, mais des cas similaires apparaissent partout dans le monde, ce que Takai trouve trop suspect. Cependant, Shin réalise soudainement que les responsables de tous ces meurtres doivent être les parasites aliens. Une fois rentré chez eux, Shin cherche plus d'informations sur les meurtres, et demande à Migi, qui confirme que c'est bien l'œuvre de son espèce. Il explique qu'ils ont vu un parasite, possédant un chien, en manger un autre, ce qui indique qu'ils ne peuvent manger que la même espèce que leur hôte. Il dit que puisqu'ils sont cannibales, il est tout naturel qu'ils mangent des humains lorsqu'ils les utilisent comme hôtes. Shin panique en entendant cela et se demande s'il devrait informer le monde et essayer de sauver l'humanité. Mais Migi ne comprend pas pourquoi il se donne même la peine. Selon Migi, son espèce mange juste pour survivre, et c'est ainsi que la nature fonctionne. Shin dit que la vie humaine est précieuse, mais Migi rétorque que la seule vie qu'il valorise est la sienne et celle de Shin, car il a besoin de lui. Shin traite Migi d'insecte et de parasite,
mais Migi le prévient que s'il s'oppose à lui, il lui coupera la langue pour qu'il ne puisse rien dire à personne. Terrifié par le parasite, Shin abandonne l'idée. Migi continue de débattre et souligne que les humains mangent toutes sortes d'animaux, tandis que son espèce n'en mange que quelques-uns, donc à son avis, les humains pourraient en fait être pires. Le lendemain, un autre alien repère Shin et Migi. Migi le sent immédiatement aussi et prévient Shin. Il ne trouve pas l'alien dans le marché bondé. Alors Migi suggère d'aller quelque part de calme et Shin accepte. Il dit qu'il veut rencontrer l'autre alien, mais Migi pense que c'est insensé. Il lui demande pourquoi il n'a pas peur, alors qu'il aurait pu mourir, même s'il avait la trouille hier. Shin répond qu'il veut en savoir plus sur les parasites afin de protéger les humains d'eux. Bientôt, l'autre gars apparaît. Il regarde la main droite de Shin et pense immédiatement que c'est dangereux, parce que le cerveau humain de Shin est toujours intact. Il avance calmement tandis que Migi menace de le tuer s'il tente quoi que ce soit. L'homme fait une offre et demande à Migi de migrer vers lui, disant qu'il est encore temps pour lui de changer d'hôte. Pour prouver son point, il transforme son corps, se coupe sa propre main et dit à Migi de venir à lui car ils seront plus forts ensemble. Shin panique, pensant que Migi pourrait changer de camp, mais il reste en place. L'autre parasite s'impatiente et attaque, mais Migi réagit instantanément et le met à terre. L'autre alien est choqué et n'arrive pas à croire qu'il a perdu, et Shin remercie Migi de lui avoir sauvé la vie. Cependant, il répond qu'il n'était même pas sûr que changer de corps soit possible, donc c'était l'option la plus sûre. Le lendemain, Shin et Murano vont à leur rendez-vous dessert, et pendant la conversation, Murano dit que ses parents ont peur à cause des meurtres hachés. Shin se demande silencieusement comment elle réagirait s'il lui parlait un jour de Migi. Ils traversent un parc après cela et trouvent un groupe de garçons enterrant un chat dans le sable et lui jetant des pierres pour s'amuser. Murano est blessée par la vue et dit qu'elle ne supporte pas de regarder ça. Elle veut partir, mais Shin montre qu'il a un cœur en or comme Superman. Il avance et sauve le chat, disant aux garçons d'arrêter de blesser des créatures innocentes. Les garçons le traitent de boomer pour avoir interrompu leur jeu et lui jettent des pierres alors qu'il se retourne. Mais Migi les attrape toutes. Shin lance alors aux garçons un regard intense, ce qui les effraie complètement, et ils s'enfuient. Eh bien c'était plus que suffisant pour impressionner Murano, qui attrape la main de Shin, mais ses instincts lui disent tant que quelque chose ne va pas. Alors elle passe de sa main droite à sa gauche. Quelques jours passent, et le nombre de cas de meurtres hachés ne cesse d'augmenter. Shin est dégoûté par les nouvelles, et Murano commence à remarquer qu'il devient chaque jour plus distant et différent. Un jour, en allant à l'école, Migi sent soudainement un autre parasite à proximité. Shin devient alerte en entendant cela. Mais quand Migi pointe vers le bâtiment de l'école, il commence à paniquer comme jamais auparavant. À l'école, Shin scanne anxieusement les couloirs pour trouver le parasite, et Migi le prévient de ne pas agir de manière suspecte, car si le parasite est proche, il pourrait aussi les sentir. Juste à ce moment-là, une nouvelle professeure est présentée à la classe comme Mademoiselle Tamiya, et au moment où elle monte sur scène, Migi confirme qu'elle est le parasite. Ce qui est encore pire, c'est qu'elle est désignée comme la professeure principale de Murano. Shin devient mal à l'aise en entendant cela, et Migi le prévient à nouveau de ne pas regarder Tamiya. Mais il ne peut s'en empêcher, et la femme le remarque, réalisant qu'il est aussi l'un des leurs. Plus tard, pendant le cours de sport, Migi commente à quel point Tamiya doit être intelligente, car elle a réussi à maintenir l'identité et la position sociale de son hôte, et elle travaille aussi comme professeure. Shin se demande si elle compte finalement manger tout le monde à l'école, mais Migi dit qu'elle ne voudra pas se faire repérer, donc elle ne se nourrira pas des gens près d'elle. En classe, pendant que Tamiya enseigne, Migi s'endort, et Shin panique car il pense être en danger. Il se débrouille tant bien que mal pendant le reste de la période, et après le cours, Tamiya lui demande de venir au bureau plus tard. Les autres garçons le taquinent, plaisantant qu'il reçoit de l'attention de la prof maman, et Shin s'en prend à eux, parce qu'ils ne savent pas à quel point il est dans le pétrin. Bref, il se dirige vers le bureau, et heureusement, Migi se réveille à temps. Une fois à l'intérieur, Tamiya va droit au but. Elle assure calmement à Shin qu'elle n'a aucune envie de le combattre. Au lieu de cela, elle l'invite à se rencontrer après l'école pour une conversation plus appropriée. Migi accepte immédiatement, mais Shin est méfiant, craignant que ce ne soit un piège. Tamiya dit que si elle voulait le tuer, elle l'aurait déjà fait, et révèle qu'elle est juste curieuse de leur lien hybride inhabituel. Elle promet d'échanger des informations avec eux, et peut-être même de coopérer à l'avenir. Après l'école, Shin va la rencontrer, mais Migi détecte soudainement 2 parasites qui approchent. Shin panique à nouveau, mais Migi ne peut pas encore dire si c'est un piège. Bientôt, Tamiya arrive avec un homme qu'elle appelle Monsieur A.
car il n'a pas de nom et pas de personnalité. Instantanément, la tension monte entre lui et Miggy, mais Tamiya la désamorce, disant qu'il n'y a aucun intérêt à se battre. Ils s'assoient pattes tous pour parler, et Tamiya demande à Shin ce qu'il pense de leur espèce. Shin répond sans détour qu'ils sont des monstres mangeurs d'hommes. Tamiya comprend pourquoi il dirait cela, mais elle pense qu'ils sont plus que ça. Elle révèle soudainement qu'elle et Monsieur A ont eu des rapports non protégés il y a quelques semaines, et que maintenant, elle est enceinte. Shin la regarde, horrifié, et Tamiya demande quel genre de créature, selon lui, grandit en elle. Miggy répond que c'est un bébé humain normal, et Tamiya le confirme, visiblement perplexe elle-même. Shin refuse de se laisser influencer par cela, croyant qu'ils sont toujours des monstres qui mangent les gens. Pendant que les trois ont leur discussion philosophique, Monsieur A s'ennuie. Il se lève, déclarant qu'il ne voit aucun intérêt à une telle discussion et qu'il continuera à tuer et à se nourrir d'humains comme il l'a fait par le passé. Cependant, il voit maintenant Shin comme une menace potentielle et décide de l'éliminer bientôt. Une fois qu'il est parti, Tamiya avertit Shin de ne pas la provoquer, car s'il essaie de la menacer, elle pourrait facilement tuer une classe entière, y compris Murano, pour qui elle sait qu'il a des sentiments. Cependant, elle le rassure qu'elle préfère pour l'instant la paix et garder son identité cachée. Le lendemain, en classe, Takai mentionne avoir vu Shin dans le bus la veille au soir. Elle dit qu'elle et Murano s'inquiétaient pour lui, mais il lui cache la vérité. Soudain, Miggy lui chuchote qu'ils sont attaqués, et Tamiya remarque aussi que c'est Monsieur A, qui est déjà à l'intérieur de l'école. Tamiya renvoie calmement sa classe pour qu'ils étudient seuls et sort. Pendant ce temps, Monsieur A commence une tuerie et Shin décide qu'il doit l'arrêter. Miggy soupçonne que Tamiya ne s'impliquera pas car elle est trop logique pour prendre parti et elle se contentera de les surveiller. Juste à ce moment-là, ils entendent un message par l'interphone disant aux élèves d'évacuer le bâtiment immédiatement. Miggy suggère qu'ils devraient décombattre et vaincre Monsieur A, et la meilleure façon est d'utiliser la foule comme leurre et bouclier pour contre-attaquer. Shin est furieux de cela, et il refuse de faire quelque chose d'aussi inhumain. Au lieu de cela, il court seul à l'étage. Mais en chemin, il tombe sur Murano. Elle lui attrape le bras, mais il lui crie dessus, lui disant de rester loin de lui. Il arrive bientôt dans une salle de classe vide, et Miggy dit que le plan précédent était plus efficace. Mais Shin insiste sur le fait qu'il se battra comme les humains. Miggy ne dit rien, mais comprend que les humains sont guidés par l'émotion, ce qui les rend stupides la plupart du temps. Shin construit rapidement une barricade avec des bureaux et des tables et demande ensuite à Miggy s'il est en colère contre lui pour ne pas avoir accepté son plan. Miggy écarte cela, car ils n'ont pas le temps pour ça et ils planifient déjà leur prochain mouvement. Il demande à Shin ce qui les rend différents de Monsieur A. Et la réponse est qu'ils sont deux, et qu'ils peuvent diviser leur rôle. Il coupe et aiguise rapidement un pied de chaise en une pique improvisée et la donne à Shin comme arme pour le combat à venir. Il dit que Monsieur A sous-estime les humains, et si Shin peut frapper par surprise, ils gagneront. Shin écoute attentivement, puis cache l'arme dans sa manche, et juste à ce moment-là, Monsieur A traverse la fenêtre de l'étage inférieur, réduisant la barricade improvisée de Shin en miettes. Monsieur A dit à Shin qu'à part la main droite, tout son corps est inutile et terrifié par lui. Et ce n'est pas faux. Cependant, Shin se souvient que Miggy l'avait prévenu que cela arriverait plus tôt. Puisque Miggy dépend de lui, si Shin s'affole, cela le retiendra aussi, et il décide de se calmer. Soudain, Monsieur A commence à les attaquer et Miggy bloque toutes ses attaques. Shin se souvient que le plan de Miggy était de faire semblant d'attaquer tout en se concentrant sur la défense, et puisque A sous-estime les humains, il ne verra pas Shin comme une menace. Shin n'a d'autre choix que de faire confiance au plan de Miggy, et il marche lentement vers Monsieur A, qui ne lui prête même aucune attention. C'est sa pire erreur, car Shin parvient à le poignarder à la poitrine avec le pied de table. Monsieur A attaque immédiatement en retour, mais Miggy bloque ses attaques. Il est déjà trop tard pour Monsieur A car l'attaque de Shin a touché une artère vitale dans son cœur et le sang commence à jaillir rapidement de la blessure. Il parvient quand même à écarter Shin et pousse ensuite le tuyau d'acier pour qu'il sorte de son dos et arrête de drainer son sang. Il commence à trébucher en s'éloignant de Shin et Miggy dit qu'il devrait l'achever maintenant. Shin ne veut pas faire ça car il ne veut pas commettre de meurtre, mais Miggy lui explique que Monsieur A n'est pas un être humain et que techniquement, on ne parle de meurtre que si l'on tue des humains. Pendant ce temps, Monsieur A n'arrive pas à croire qu'il va être tué par un simple humain. Il a bien compris que son corps est désormais fichu, et il décide de tenter sa chance en cherchant un nouvel hôte, de préférence en partageant le corps de Tamiya. Il s'approche lentement d'elle, mais quand il ouvre la porte de son bureau, Tamiya surgit, laissant plusieurs bouteilles d'oxygène ouvertes dans la pièce.
Monsieur A ne réalise même pas ce qu'elle est en train de faire, jusqu'à ce que tout l'oxygène provoque une explosion massive, le tuant avant même l'arrivée des policiers. Shin est profondément traumatisé par cet incident, et même avec le temps, il n'arrive pas à se faire à l'idée d'avoir poignardé un corps humain. Pendant ce temps, Tamia a de sérieux problèmes avec l'administration scolaire, car elle refuse de leur révéler l'identité du père de son bébé. Plutôt que de s'obstiner à discuter avec ces humains stupides de son droit à la vie privée, elle décide de quitter son emploi et de changer complètement d'identité. Elle rencontre Shin avant de quitter l'école, lui expliquant que, puisqu'elle compte se débarrasser de son identité de Tamia, elle n'a plus aucune raison de garder en vie les personnes de son cercle social, et cela l'inclut lui aussi. Shin commence à paniquer face à cette révélation et lui demande pourquoi elle et les autres aliens se nourrissent d'humains. Il lui explique que Miggy peut survivre grâce aux nutriments présents dans son sang, ce qui signifie que les autres parasites pourraient également survivre avec d'autres types de nourriture. Tamia lui répond qu'il pourrait bien avoir raison. Mais le cannibalisme leur vient aussi naturellement que le vol aux abeilles ou le tissage de toiles aux araignées. Elle est convaincue que toutes les formes de vie sur Terre possèdent une directive, à l'exception des humains, et qu'elles agissent toujours selon ce que cette directive leur dicte. Elle affirme qu'aussitôt qu'elle a pris possession d'un corps humain, elle a ressenti que son unique but dans la vie était de dévorer d'autres humains. Shin est terrifié par ces paroles, mais il lui demande tout de même ce qu'elle compte faire de son bébé. Tamia lui répond qu'elle va le mettre au monde, puis l'utiliser pour diverses expériences, mais si jamais il ne s'avère pas utile, elle le mangera sans hésiter. Shin est absolument outré par cette déclaration, et Tamia perçoit immédiatement ses intentions. Elle se transforme pour l'affronter, et Miggy réalise qu'ils n'ont absolument aucune chance de gagner contre elle, car elle est capable de se métamorphoser selon 2 schémas simultanément, ce qui signifie qu'elle est bien plus évoluée que lui. Cependant, Tamia réalise soudainement que Shin n'est plus un humain pur, et elle décide de le laisser en vie, afin de pouvoir en apprendre davantage sur lui. Plus tard cette nuit-là, elle reçoit la visite de la mère de la véritable Tamia, qui comprend très vite que la femme qui se tient devant elle n'est absolument pas sa fille. Elle lui demande qui diable elle est, et où se trouve sa fille, et Tamia est sous le choc, car elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple humain puisse percer son déguisement parfait. La vieille femme décide alors d'appeler la police, mais Tamia la tue avant qu'elle n'ait pu le faire. Cependant, elle est désormais curieuse de savoir si cette femme possédait une capacité spéciale qu'elle aurait dû étudier plus en profondeur. D'un autre côté, lorsque Shin se réveille le lendemain matin, il découvre que Miggy a disparu de son corps. Il panique complètement, pour finalement découvrir que Miggy s'est détaché de son corps et se promène tranquillement dans la pièce. Miggy se rattache rapidement à son corps, lui expliquant qu'il a découvert qu'il peut se déplacer même après s'être séparé de lui, mais que sa limite est de 3 minutes à chaque fois. Shin se demande s'il compte prendre le contrôle de son cerveau maintenant, et Miggy lui explique que ce n'est pas possible, car il n'a mûri qu'en tant que bras, il ne peut donc pas contrôler un cerveau. Cependant, cela fait craindre à Shin que d'autres parasites, ceux qui savent contrôler un cerveau, puissent échanger de corps, et Miggy pense que cela pourrait bien être vrai. Il va ensuite prendre son petit déjeuner, et apprend que ses parents ont l'intention de partir en voyage. Shin leur explique qu'il est vraiment dangereux de se rendre dans des endroits inconnus en ces temps incertains. Et sa mère est prête à l'écouter et à annuler leur voyage. Cependant, elle souhaite savoir si quelque chose le tracasse particulièrement ces derniers temps. Mais il ne veut absolument pas en parler, alors il part brusquement pour l'école. La raison pour laquelle Shin garde Miggy secret de ses parents est qu'il craint que Miggy ne les tue sans la moindre hésitation, car il n'est préoccupé que par sa propre survie et ne se soucie absolument pas des émotions humaines. D'un autre côté, Kazu, le père de Shin, fait remarquer à sa mère Nabuko qu'elle est bien trop protectrice envers leur fils, et il pense que cela le met probablement mal à l'aise à cause de la cicatrice qu'elle a sur la main. Nabuko se souvient très clairement du jour où Shin était encore au collège et où il lui avait demandé des plaques d'aluminium pour une expérience scientifique. Il a trébuché en essayant d'atteindre ces plaques sur une étagère haute et une casserole d'huile bouillante a failli lui tomber sur la tête. Les réflexes vifs de Nabuko l'ont sauvé, mais elle s'est gravement brûlé la main ce jour-là et Kazu pense que Shin ne veut plus du tout la déranger car il se sent coupable de ce qui s'est passé ce jour-là. Pendant ce temps, Miggy commence à faire des recherches approfondies sur les armes à feu pour une utilisation future. Il explique à Shin qu'il ne devrait pas s'inquiéter autant pour ses parents, car les parasites semblent se concentrer dans les grandes villes où il y a beaucoup d'humains à chasser, et il cible principalement les personnes qui sont seules. Il est convaincu que les parents de Shin seront bien plus en sécurité lors de leur voyage à la plage qu'ils ne le sont ici. Shin est soulagé d'entendre cela, mais à ce moment précis, sa mère entre, et il cache nerveusement Miggy. Elle lui demande à qui il était en train de parler. Il répond qu'il se parlait à lui-même et lui crie de frapper à la porte la prochaine fois qu'elle entrera. Nabuko est un peu attristé en entendant cela et quitte la pièce, racontant à Kazu que leur fils lui a crié dessus. Il lui dit que c'est sûrement parce qu'elle l'a interrompu alors qu'il était en train de se masturber, ce qui pourrait bien être ma nouvelle expression favorite pour décrire cette action. Plus tard ce jour-là, Shin annonce à ses parents qu'il a changé d'avis
et qu'ils pensent désormais que c'est une excellente idée pour eux de partir en voyage. Nabucco, cependant, n'est pas du tout prête à accepter ces sautes d'humeur, et elle s'en prend violemment à lui demandant ce qui ne va pas du tout chez lui. Elle se met à pleurer, affirmant que c'est comme s'il n'était plus du tout son fils. Shin ne veut toujours pas lui révéler l'existence de Migi, alors il prétend qu'il avait peur de se sentir seul sans eux. Mais ensuite, il a réalisé qu'il pouvait simplement inviter des amis s'il se sentait trop seul. Il retourne dans sa chambre après cela, et ses parents sont entièrement convaincus qu'il leur a dit la vérité. La semaine suivante, ils partent pour leur voyage, et Nabucco est vraiment très excitée, car elle n'a pas eu de longues vacances depuis plusieurs années. Ailleurs, un homme emmène sa nouvelle petite amie faire un tour en voiture. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle est en réalité un parasite. Elle ne comprend pas les choses humaines les plus élémentaires, comme le fonctionnement des ceintures tôle sécurité, et le distrait pendant qu'il conduit, ce qui fait que la voiture dévale la colline à toute vitesse. Tous deux sont gravement blessés à la suite de cet accident. Et lorsque le parasite réalise que le corps de l'autre ne survivra pas, elle devient désespérée. Elle attaque l'homme et prend possession de son corps. Et bien que cette prise de contrôle ne soit pas parfaite, au moins, elle peut se déplacer. De retour chez lui, Shin est en route pour l'école quand il demande à Migi ce que Tamiya voulait dire exactement lorsqu'elle a affirmé qu'il était impur. Migi lui explique que certaines de ses cellules se sont infiltrées dans le sang de Shin et ont même atteint son cerveau, de sorte que des parties de lui ont été modifiées. Shin est profondément choqué par cette révélation et tente de se convaincre qu'il est toujours un humain tout à fait normal. Juste à ce moment-là, il tombe sur un groupe de personnes en train de tabasser l'intimidateur de l'école. Il essaie de les arrêter, mais ils le frappent également et lui disent de se retirer. Cependant, Shin se souvient que Migi a dit un jour que ce qui distingue les humains des parasites est leur capacité à agir pour les autres, même lorsque cela ne leur apporte aucun bénéfice personnel. Voulant se prouver à lui-même qu'il est toujours humain, Shin prend à nouveau la défense de l'intimidateur. Mitsuo, le chef des voyous, le frappe, mais avant que Migi ne puisse se réveiller, une jeune fille nommée Kana intervient et ordonne à son gang d'arrêter. Kana demande ensuite à Shin s'il est stupide, mais lorsqu'elle le regarde attentivement, elle perçoit quelque chose d'étrange en lui. Elle remarque soudainement la présence de Migi et demande à Shin « Mais qu'est-ce que tu es, bon sang ?» avant de prendre peur et de s'éloigner rapidement. À l'école, Shin reçoit beaucoup d'attention et de louanges pour avoir défendu son camarade de classe, et il essaie d'agir avec humilité, car c'est là un autre trait caractéristique des humains. Plus tard, sur le chemin du retour, Shin et Murano croisent Kana, qui prend une photo d'eux et lui demande pourquoi il ne s'est pas enfui plus tôt. Shin répond que c'est simplement ce qu'on fait quand quelqu'un de sa classe est en difficulté, mais Kana le traite de poseur et affirme qu'il fait le moralisateur tout en cachant probablement quelque chose. Shin s'éloigne, ne voulant plus du tout avoir affaire à cette garce, mais il sait qu'elle n'a pas tout à fait tort sur le fond. Pendant ce temps, Mitsuo est jaloux que Kana prête attention à Shin, car il est secrètement attiré par elle, et il décide de se venger de cette situation. Lui et son gang tabassent Shin et kidnappent Murano, et Shin parvient d'une manière ou d'une autre à les suivre. Ils le conduisent au même endroit où ils s'étaient rencontrés le matin, et Shin leur ordonne de laisser Murano tranquille. Cependant, les voyous l'ignorent complètement et continuent de le tabasser sans pitié. Migi veut sortir pour l'aider, mais Shin lui ordonne d'arrêter, car il veut gérer cette situation lui-même comme un véritable homme. Même s'il est clairement et largement dépassé, Shin continue de se battre avec acharnement. Migi lui explique que tout le monde ici est bien plus fort que lui, et qu'il ne peut absolument pas gagner contre eux. Mais Shin s'en moque, car les humains se battent pour des choses bien plus grandes qu'eux-mêmes. Il fait de son mieux pour riposter, mais se retrouve à nouveau acculé, ce qui déclenche le réflexe de protection de Migi, et Shin parvient à peine à le garder caché. Heureusement, Kana arrive là juste à ce moment-là, et ordonne à tout le monde d'arrêter, et l'instant d'après, des garçons de l'école de Shin font leur apparition, et une bagarre éclate entre eux et le gang de Mitsuo. Dans la confusion générale, Shin s'échappe avec Murano, et elle le raccompagne jusqu'à chez lui. Elle soigne ses blessures, et lui dit qu'il était vraiment très cool tout à l'heure, en s'appuyant tendrement sur son épaule. Shin se fait des espoirs et lui demande si elle veut rester dormir, puisque ses parents ne sont pas à la maison, mais elle finit par rentrer chez elle. Migi est déçu par cette tournure des événements, et dit qu'il voulait observer la reproduction humaine. Shin lui dit de se taire et d'aller dormir. Mais juste à ce moment-là, Kana apparaît et lui demande à qui il est en train de parler. Shin esquive habilement la question, et Kana s'excuse pour son comportement de tout à l'heure, affirmant qu'elle souhaite être amie. Shin accepte, car il n'y voit absolument aucun mal, mais alors qu'il se serre à la main, Kana perçoit quelque chose d'étrange au niveau de sa main droite. Shin remarque son malaise et retire rapidement sa main, se précipitant à l'intérieur de sa maison, où Migi lui dit de rester à l'écart de Kana, car elle semble bien trop perspicace. Il sent qu'elle peut détecter la longueur d'onde que les parasites émettent pour trouver les leurs. Et même si Murano possède une capacité similaire, Kana a un instinct beaucoup plus développé qu'elle. Dans un autre lieu, le parasite qui a pris possession du corps de l'homme après l'accident rencontre de grandes difficultés car il n'est absolument pas habitué à être de sexe masculin.
Il désire retrouver un corps de femme et décide de prendre possession de la première femme qu'il rencontrera. Malheureusement, les parents de Shin ne se trouvent pas si loin de ce monstre. Alors qu'il profite tranquillement du coucher de soleil depuis une falaise, le monstre apparaît soudainement et arrache la tête de Nabuko sous les yeux de Kazu. Plus tard, Shin reçoit un appel de Kazu, blessé, qui lui parle d'un monstre ayant attaqué sa mère et lui dit qu'il doit absolument aller voir la police. Il raccroche brusquement et Shin panique, craignant que le monstre ne soit un parasite qui a attaqué ses parents, mais il ne sait même pas où il se trouve, exactement à ce moment-là. Il s'endort en attendant d'autres nouvelles et fait un très mauvais rêve. Mais quand il se réveille le lendemain matin, Migi lui annonce qu'un alien est présent. Shin se met en colère contre lui, lui reprochant que ses parents sont en danger parce que Migi avait affirmé qu'il serait en sécurité près de la plage. Migi lui répond avec une logique implacable et froide, lui expliquant que sa suggestion était basée sur la probabilité et qu'il n'a jamais affirmé que quoi que ce soit était sûr à 100%. Il dit ensuite à Shin de se concentrer sur la bataille qui les attend, et Shin saisit un couteau pour jouer son rôle, même si Migi ne pense pas que son aide soit nécessaire cette fois-ci. La porte se déverrouille soudainement, et Shin se demande comment cet alien a pu ouvrir la serrure de leur maison. L'alien entre ensuite dans la maison, et Shin se prépare à se battre. Mais il est complètement horrifié et stupéfait quand il voit sa mère entrer. Bien qu'il connaisse la vérité au plus profond de lui, il n'arrive pas à la traiter mentalement, il accueille Nabuko chez lui, confuse et profondément secouée, lui demandant pourquoi elle n'est pas avec papa. Migi lui dit alors, d'une voix calme, que ce n'est pas sa mère, mais bien un parasite. Mais Shin refuse catégoriquement de le croire. L'alien déclare que l'autre homme a dû mourir avant de pouvoir rentrer chez lui, et que c'est une bonne chose pour elle. Dans sa confusion la plus totale, Shin tient le couteau devant Migi, l'empêchant ainsi de se transformer. Il appelle sa mère, désespéré de croire qu'elle est toujours présente. Migi lui dit qu'elle n'est plus là, mais Shin craque complètement et menace de lui couper la main droite s'il prononce un seul mot de plus contre elle. Shin, émotionnellement dévasté, dit qu'il ne s'est même jamais correctement excusé auprès de sa mère pour lui avoir brûlé le bras lorsqu'il était enfant. Le parasite, cependant, ne s'en soucie absolument pas. Elle se transforme et le poignarde directement en plein cœur, et Migi ne peut pas réagir à temps à cause de la présence du couteau. Shin tombe lourdement au sol, toujours incapable d'accepter que sa mère soit devenue un parasite. Le parasite laisse ensuite Shin pour mort, disant à Migi que son hôte est décédé et qu'il subira le même sort, car c'est le destin de ceux qui échouent à prendre le contrôle du cerveau. Cependant, Migi réalise qu'il existe encore une infime chance de le sauver. Le cœur de Shin est gravement endommagé, alors Migi en crée un nouveau, le place à l'intérieur de sa poitrine et commence à le faire battre manuellement. Même si Shin reste inconscient, il pénètre dans le corps de Shin afin de pouvoir continuer à le guérir lentement, tout en se repositionnant dans le bras droit, ce qui prend énormément de temps. Shin est absent de l'école pendant plusieurs jours à cause de cela et Murano s'inquiète et décide de se rendre chez lui pour prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, Migi continue de soigner Shin et le nourrit même pendant qu'il dort profondément. Quelques jours plus tard, Shin se réveille enfin de son long sommeil. Bien qu'il soit devenu très faible à présent, il remarque rapidement qu'il n'a plus du tout besoin de ses lunettes, ce qui lui semble particulièrement étrange. Il décide ensuite de se laver, et c'est à ce moment précis qu'il découvre une cicatrice sur sa poitrine, ce qui lui rappelle l'intégralité de l'incident. Il ressent une douleur aiguë en plein cœur et fait une dépression nerveuse, mais juste à ce moment-là, le téléphone sonne et il décroche pour apprendre que son père est admis à l'hôpital. Shin est soulagé d'apprendre qu'il est toujours en vie et se précipite immédiatement pour aller le voir. Dehors, Murano l'attend, et dès qu'elle aperçoit Shin, elle lui dit qu'elle était très inquiète pour lui. Cependant, il semble étrangement détaché et lui dit seulement que son père est blessé et qu'il va le voir à l'hôpital. Quand elle dit que sa mère doit gérer cette situation seule, cela blesse Shin encore plus profondément. Mais il s'éloigne et dit qu'il ne retournera pas à l'école avant un bon moment. Murano est très préoccupé et lui demande s'il reviendra, mais Shin ne fait qu'un triste sourire avant de s'éloigner et de jurer de tuer le parasite qui a pris l'apparence de sa mère. Il monte dans un train et réfléchit à la manière de trouver l'alien avant qu'il ne s'en prenne à son père. Pendant ce temps, Kazu est à l'hôpital et la police vient l'interroger, posant des questions sur l'incident et sur sa femme. Il leur affirme que Nabuko est décédée, mais les policiers lui disent qu'elle est bien vivante et qu'elle est s'y retourner à l'hôtel pour en partir sans lui. Kazu panique et déclare que cette femme est une imposture, mais la police rétorque que la marque de brûlure sur sa main confirme son identité. Un psychiatre explique à Kazu que c'est son traumatisme lié à l'accident qui lui fait imaginer des choses, et il parvient d'une manière ou d'une autre à le convaincre que c'est la vérité. Peu de temps après, Shin arrive à l'hôpital, et quand il se précipite dans la chambre, Kazu est surpris, mais très heureux de le voir. Shin essaie de parler de ce qui est arrivé à sa mère, mais il n'arrive pas à prononcer un seul mot à cause de la douleur intense qu'il ressent. Même s'il n'a pas de larmes, Kazu déclare soudainement que Nabuko est porté disparu depuis l'accident.
Shin est choqué et lui rappelle l'existence du monstre. Mais Kazu répond qu'il s'est cogné la tête durant l'accident et qu'il doit être confus. Shin s'emporte et insiste sur le fait que le monstre a bel et bien tué Nabucco, mais Kazu affirme qu'il s'est mal exprimé au téléphone et que sa blessure a affecté sa mémoire. Il argumente à nouveau, mais Kazu le réprimande en retenant difficilement ses larmes, et Shin réalise alors que son père connaît la vérité, mais qu'il la cache. Il est encore plus déterminé à trouver et à affronter l'alien, mais il comprend qu'il ne peut absolument rien dire à personne de ce qui s'est réellement passé. Il dit qu'il restera à l'hôpital, mais Kazu lui répond que ce sera inconfortable pour lui et lui suggère un hôtel tout proche, à seulement 300 mètres de là. Shin accepte, mais il s'inquiète, car c'est la portée maximale de Migi pour détecter les ennemis, et malheureusement Migi est toujours profondément endormi. À l'hôtel, Shin rencontre une jeune fille, qu'il avait déjà aperçue dans le train, et elle le conduit à l'intérieur. Il surveille attentivement l'hôpital depuis sa chambre, tout en réalisant que son ouïe et ses autres sens sont désormais bien plus développés. Plus tard, Migi se réveille et annonce à Shin qu'il a réparé son corps, mais que tous deux ont changé et que Migi a désormais une faiblesse. Il doit dormir 4 heures par jour, ce qui représente plus de sommeil que ce que j'obtiens moi-même quotidiennement. Shin répond qu'il dormait aussi plus tôt auparavant. Mais Migi explique que, contrairement à avant, il ne se réveillera pas si un danger survient, et si l'ennemi attaque pendant ce laps de temps, ils mourront tous les deux. Shin lui demande pourquoi il ne lui a pas dit cela plus tôt, et Migi répond qu'après la mort de sa mère, Shin a commencé à blâmer tous les parasites, y compris lui, et qu'il était dangereux de lui révéler une telle faiblesse. Cependant, il pense désormais qu'il est encore plus dangereux de continuer à le cacher. Shin affirme qu'il ne considère pas Migi comme un ennemi, puisqu'il lui a sauvé la vie. Mais, comme à Sondir, Migi lui répond qu'il l'a fait uniquement pour lui-même. Le lendemain matin, Shin a bien meilleure mine et se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de son père, puis il reste en garde pendant que Migi dort. La jeune fille, Maki, s'approche et lui demande s'il a une petite amie, mais avant que Shin ne puisse répondre, Migi l'avertit qu'il a repéré un parasite sur la plage. Shin court immédiatement en direction de la plage et Maki lui fait remarquer qu'un mur bloque le chemin. Cependant, il se déplace trop vite pour écouter quoi que ce soit, et Migi lui demande alors s'il est vraiment prêt à tuer la femme qui porte le visage de sa mère. Shin s'arrête un instant et affirme qu'il est sûr de lui, car il ne peut absolument pas la laisser tuer d'autres personnes innocentes. Maki le rattrape pendant qu'ils discutent et dit qu'ils doivent plutôt faire le tour du mur pour atteindre la plage. Mais Shin répond que c'est une question de compétence, et saute par-dessus le mur sans le moindre effort. Il aperçoit quelqu'un qui descend le long du mur et réalise que c'est un parasite. Il commence à le poursuivre, rempli d'une rage folle et prêt à le tuer sans hésiter. Mais lorsqu'il atteint l'individu, il découvre que ce n'est pas Nabucco. Au lieu de cela, c'est un homme. Et Shin est très surpris. Cependant, il est certain que c'est aussi un alien. Alors il se prépare à le tuer sans pitié. Mais l'homme panique complètement, lui suppliant d'arrêter. Soudainement, Migi l'arrête et lui dit que l'homme possède toujours un cerveau humain. Shin est encore plus confus à présent. Mais ensuite, la mâchoire de l'homme se transforme en celle d'un alien et commence à parler. Shin panique de nouveau, car il n'a absolument jamais vu une chose pareille auparavant. Mais l'homme et l'alien partagent une seule et même bouche et semblent se livrer à une compétition amicale pour savoir qui aura le droit de parler. Shin n'arrive absolument pas à comprendre comment une telle chose est possible, mais Migi lui explique que le cerveau de ce duo est humain, tandis que la mâchoire jusqu'à la poitrine est alien, et l'autre alien confirme qu'ils sont tous deux similaires d'une certaine manière. Plus tard, ils s'assoient massivement pour discuter, et l'homme commence à raconter son histoire déchirante, expliquant que sa femme l'a quitté et qu'il se sentait comme un outil inutile, incapable de prendre la moindre décision. Alors il a pris la plus grande décision de sa vie, celle de sauter dans la mer, mais il n'a finalement pas eu le courage de le faire. Il est resté assis là, sans bouger, jusqu'à ce que le parasite alien l'attaque. Et alors qu'il luttait désespérément contre lui, ils sont tombés tous les deux dans l'eau. Le parasite de la mâchoire poursuit le récit et explique qu'il tentait d'atteindre la tête, mais a réalisé que puisque l'autre était en train de se noyer, il mourrait s'il essayait d'atteindre le cerveau. Alors, au lieu de cela, il est devenu une sorte de tuyau respiratoire et l'a sauvé, et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. L'homme dit ensuite à l'alien qu'il devrait passer en mode combiné, et la mâchoire change de forme afin que tous deux puissent se parler clairement. L'homme dit qu'il est soulagé de voir enfin une autre personne comme lui, et demande à Shin de lui raconter l'histoire de sa main. Mais Shin répond qu'il devrait plutôt aller ailleurs pour en discuter. L'homme se présente alors comme Yuta. Et son parasite, lui, s'appelle Joe, un jeu de mots astucieux sur Joe. Ils se rendent à l'hôpital où Yuta pleure après avoir entendu l'histoire de Shin, et Joe le nargue, le traitant de pleurnichard. Il montre plus de personnalité que Migi et affirme avoir beaucoup appris en regardant des films. Après cela, Yuta propose d'aider Shin s'il venait à trouver l'ennemi, et Shin est ravi d'accepter son aide précieuse. Cette nuit-là, Migi réveille soudainement Shin, lui disant qu'il a oublié de mentionner quelque chose d'important dans la journée à cause de Yuta et Joe.
Il lui rappelle comment il a couru comme Usain Bolt et sauté 3 mètres de haut, et qu'il y a une raison à cela. Mais avant cela, il donne une explication détaillée sur ce que son corps est capable de faire. Miggy dit que son corps peut se diviser et que chaque partie peut penser de manière autonome. Mais si les parties sont trop petites, elles meurent rapidement. Alors il leur donne toujours des ordres à l'avance pour qu'elles retournent à son corps. Il le montre par une démonstration, et Shin est un peu effrayé. Miggy dit alors que, dans le corps de Shin, même les plus petites parties peuvent survivre, et il réalise soudain ce que cela signifie. Miggy le confirme et dit qu'il a utilisé ces petites parties pour réparer le cœur de Shin, et qu'elles font maintenant partie de sa circulation sanguine. Ainsi, 30% de son corps est désormais composé de cellules extraterrestres. Shin demande si les parties ont aussi atteint son cerveau, mais Miggy dit qu'il ne peut pas en être sûr, et lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange. Shin ne dit rien au début, mais se souvient ensuite que même s'il était très ému à l'hôpital, il n'a pas pu pleurer, et il pense que cela signifie peut-être qu'il devient moins humain. Le lendemain, Maki le surprend, et Shin lui demande s'il lui semble être un humain normal. Elle répond oui, mais quand il se contente de sourire sans répondre, elle est troublée et lui dit de parler clairement, car on dirait qu'il pleure à l'intérieur. Juste à ce moment-là, Shin reçoit un appel de Yuta, qui dit avoir trouvé l'ennemi et qu'il va essayer de la retenir. Shin lui dit de revenir vite, car elle est dangereuse, et attaquera dès qu'elle réalisera que son parasite n'a pas réussi à prendre le contrôle de son cerveau. Yuta essaye de s'enfuir, mais il lui faudrait 2 mois à la salle de sport pour être considéré comme en forme, et Nabuko le suit à un rythme tranquille, tandis que Shin court également dans la même direction. Mais Miggy s'endort soudainement à mi-chemin. Cependant, il se transforme en arme, disant à Shin que le reste dépend de lui. Pendant ce temps, Yuta est acculée au bord d'une falaise, alors que Nabuko l'atteint. Elle est choquée de voir un deuxième hôte dont le cerveau est encore intact, alors elle décide de le tuer. Elle se transforme et Joe est impressionné car il souhaite pouvoir faire ça aussi. Le combat commence. Mais Joe ne peut que défendre à cause de la façon inconfortable dont il est attaché au visage de Yuta. Ils sont rapidement repoussés, puis Nabuko frappe son cœur et le jette à terre, disant que cela le tuera à coup sûr, même s'il est un hybride. Yuta et Joe s'évanouissent à cause de cela, et Nabuko s'éloigne. Mais ensuite, elle sent la présence d'un autre parasite, avec un faible signal. Elle est choquée de voir Shin en vie, et dit qu'elle aurait dû viser sa tête. Shin est furieux, et lui dit d'arrêter d'utiliser la voix de sa mère pour dire qu'elle va le tuer. Il décide de se battre, mais alors qu'elle se transforme, il ne peut pas regarder son visage. Nabuko attaque soudainement, mais Shin peut clairement voir ses mouvements maintenant. Il esquive et saute derrière elle, et elle n'arrive pas à croire que Shin puisse bouger si vite. Il bloque ses attaques et atteint le bord de la falaise, où il voit Yuta blessée. Shin pense que la seule personne qui aurait pu le comprendre est déjà morte, et il devient furieux. Il charge en avant, blessant Nabuko avec ses coups rapides. Shin vise sa tête et coupe ses tentacules, mais quand il essaie de l'achever, elle utilise son cœur pour se défendre, et quand Shin voit la marque de brûlure, de vieux souvenirs de sa mère inondent son esprit, et il s'arrête. Nabuko profite de ce moment pour contre-attaquer et le blesser. Shin est en difficulté alors qu'elle se régénère et se relève. Mais soudain, sa tête est tranchée et coupée, et son corps tombe dans la mer. C'était Yuta et Joe qui l'avaient en fait, et ils avaient réussi à grimper seuls. Yuta dit à Shin que la femme n'était pas sa vraie mère, mais même ainsi, il ne devrait pas la tuer de ses propres mains. Pendant ce temps, le parasite se demande comment Yuta a survécu, et Joe dit qu'il a compris qu'elle n'attaquait que le cœur, alors il a changé sa position à temps. Shin regarde alors la mer où gît le corps de sa mère et pense que c'est enfin terminé. Mais quelque chose en lui se brise. Bientôt, Kazuo est libéré, et ils reviennent à la même falaise, car c'est là que tout s'est passé. Kazuo dit à Shin que sa mère l'aime toujours. Et puis Shin demande si Nabuko a souffert dans l'horrible cauchemar qu'il a eu. Kazuo répond que tout s'est passé instantanément et que sa mort a été indolore. Il commence à pleurer, mais Shin est content qu'au moins sa mère n'ait pas souffert. Soudain, le stress qu'il retenait depuis tout ce temps disparaît, et il s'endort sur place. Plus tard, il retourne en ville, et cette fois, Murano et Kana peuvent le sentir fortement, car il n'est plus entièrement humain. Murano court vers lui, surprise qu'il ait grandi, et que même son apparence ait changé, comme s'il avait eu une seconde puberté. D'autre part, Tamiya trouve un nouveau partenaire qui surveille Shin, mais pas pour le tuer. Le garçon demande pourquoi elle se soucie tant de lui, et elle répond qu'il est dangereux. Mais il est toujours important de le maintenir en vie afin de recueillir des données et de comprendre leur espèce. Pendant ce temps,
Kana a commencé à prêter encore plus d'attention à Shin, utilisant même sa photo comme fond d'écran. Mais cela rend le crétin nommé Mitsuo jaloux. Il va à l'école de Shin pour chercher la bagarre. Sans s'en rendre compte, Shin a subi un changement de personnalité au même niveau que Sung Jin-woo. Il n'est plus le même vieux Shin et dit à Mitsuo de se dépêcher de parler car il n'a pas toute la journée. Le voyou demande s'il a couché avec Kana et Shin répond qu'il ne l'a même pas vu depuis le voyage. Mitsuo ne le croit pas et l'attaque, mais Shin l'esquive et le fait trébucher, lui disant d'abandonner car les choses sont différentes maintenant. Mitsuo continue d'attaquer obstinément, mais Shin débloque l'Ultra Instinct et le rabaisse sans le blesser. Juste à ce moment-là, Murano arrive et Shin décide de s'éloigner. Mais elle peut déjà voir le changement dans sa personnalité. Elle lui demande si quelque chose s'est passé pendant le voyage ou s'il est toujours le même Shin. Et il répond qu'il se pose la même question. Ils vont ensuite à un rendez-vous au marché. Et Kana est là aussi. Elle prédit que Shin montera les escaliers à côté d'elle et sa prédiction est juste. Elle est excitée de le rencontrer mais se décourage rapidement quand elle voit Murano à ses côtés. Shin rentre chez lui après cela et trouve son père toujours en désordre. Il a développé une habitude de boire, alors Shin lui dit d'engager une femme de ménage. Mais Kazu n'arrive pas à croire à quel point il semble froid, et lui dit de faire ce qu'il veut. Le lendemain, Shin teste son ouïe surdéveloppé en marchant vers l'école avec Murano, et entend quelqu'un appeler à l'aide. Alors il se précipite sur les lieux et trouve un chiot blessé dans la rue. Migi dit qu'il est trop blessé pour survivre, alors Shin le ramasse et l'emmène au jardin pour le réconforter dans ses derniers instants. Murano arrive aussi et dit qu'elle pensait initialement que Shin avait changé, mais sauver le chien montre qu'il est toujours aussi gentil qu'avant. Cependant, il brise sa bulle rapidement, car alors que le chiot meurt, il le jette à la poubelle. Cela terrifie Murano car elle ne peut pas comprendre comment il a pu traiter le chiot comme ça. Mais Shin dit calmement que ce n'est plus un chiot, juste un morceau de viande morte. Murano est découragé et dit qu'il a changé après tout, avant de s'enfuir en pleurant. Shin ne comprend même pas ce qu'il a fait de mal, ce qui est un comportement masculin typique, alors il va demander conseil à son meilleur ami, ce qui est un autre geste masculin typique. Migi lui dit qu'il n'a rien dit de mal logiquement, mais qu'il est clairement différent de son moi original, car l'ancien Shin n'aurait pas appelé un chiot un morceau de viande. Shin réalise son erreur et remercie Migi, puis retourne et enterre le chien correctement, bien qu'il pense toujours à la façon dont le corps du chien aidera l'arbre à obtenir des nutriments. Plus tard, il attend devant la classe de Murano, mais elle s'enfuit quand elle le voit, alors Shin décide de lui laisser de l'espace. Migi le prévient alors qu'il y a un autre alien à proximité, et bien que Shin devienne prudent, Migi dit que celui-ci n'est pas un ennemi et est similaire à Tamiya, ce qui signifie qu'il pourrait écouter la raison et veut le rencontrer. Bientôt l'alien arrive et Shin l'affronte. Mais juste à ce moment-là, le tyran de l'école arrive et l'alien le frappe pour avoir interrompu leur conversation. Il se présente alors comme Hideo et dit à Shin qu'il veut commencer par devenir ami avec lui et Migi. Shin est surpris par cette suggestion et Hideo ajoute qu'ils ont cours de gym ensemble aujourd'hui et qu'il veut vérifier ses capacités. Pendant le cours, ils font la course et Shin retient sa vitesse pour ne pas paraître étrange. Cependant, Hideo ne retient pas ses capacités et bat presque un record national. Après le cours, Hideo parle à Shin en privé et dit que le sport est merveilleux. Mais Shin ne s'en soucie pas et demande si Tamiya l'a envoyé pour le tuer. Hideo répond qu'elle a un nom différent maintenant et qu'elle l'a bien envoyé, mais pas pour tuer Shin. Il dit qu'il n'a pas l'intention de blesser qui que ce soit et ajoute qu'il n'a pas fait de mal aux humains depuis des mois car il a appris à manger un autre type de viande, ce qu'il croit être le meilleur pour tout le monde. Shin a du mal à le croire, mais Hideo insiste sur le fait que certains parasites veulent coexister pacifiquement avec les humains. Migi le croit à moitié, mais dit ensuite qu'il devrait arrêter de parler car il est sur le point de s'endormir et ne veut pas qu'Hideo le sache. Shin se rend ensuite dans la salle de classe de Murano pour parler à nouveau, mais commence à penser aux parasites et devient en colère. Lorsque Murano s'approche pour se réconcilier avec lui, elle voit son visage furieux et s'éloigne tranquillement, à sa grande déception. D'autre part, Kana attend Shin après l'école, croyant qu'il est pas son âme sœur et qu'elle a un super pouvoir qui lui permet de le localiser. Elle le sent venir et le salue joyeusement, mais il s'avère que c'est Hideo à la place. Kana est confuse, car elle était sûre que c'était Shin, et Hideo devient curieux à ce sujet. Il demande comment elle a pensé que lui et Shin étaient similaires sans même le voir, mais Kana refuse de répondre. Hideo commence à la traîner pour apprendre la vérité, et elle crie à l'aide.
Heureusement, Shin passe par là et se précipite sur les lieux en entendant ses cris. Kana court vers lui et Shin demande à Hideo ce qu'il fait. Il répond qu'il voulait juste discuter avec la fille parce qu'elle est perspicace. Mais Shin lui rappelle que si quelque chose arrive aux gens autour de lui, il tuera Hideo en premier. Hideo dit une fois de plus qu'il n'a aucune intention de se battre et s'éloigne simplement, remarquant que la main droite de Shin émet un faible signal. Après cela, Kana remercie Shin et juste à ce moment-là, Murano passe. Kana demande bruyamment à Shin de la raccompagner à la gare parce qu'elle a peur. Il accepte, mais quand il se retourne, il voit Murano s'enfuir et réalise son erreur trop tard. Mais il n'a pas d'autre choix que d'escorter Kana maintenant. En raccompagnant Kana à la gare, elle lui dit qu'elle peut le sentir, mais admet qu'aujourd'hui son radar était déréglé. Shin lui dit que ce n'est pas une bonne chose car elle sent une longueur d'onde dangereuse et lui dit de s'en éloigner. Shin rentre chez lui après cela et trouve Kazu toujours ivre. Kazu lui demande comment il est devenu si fort et dit que c'est comme si Shin était fait d'acier, ce qui lui cause plus de dommages émotionnels qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain, Kana ignore le conseil de Shin et se retourne quand elle le sent proche, mais elle y trouve Hideo à la place et essaie de s'échapper. Juste à ce moment-là, Mitsuo arrive aussi et cherche la bagarre avec Hideo pour avoir harcelé sa copine. Même si Kano le prévient de ne pas se battre, il finit par aller dans un endroit isolé avec Hideo et se fait tabasser. Hideo le prévient de ne plus le poursuivre car la prochaine fois, il le tuera à coup sûr. Cependant, il ne remarque pas que l'ami de Shin, Takai, le suivait également car elle a un nouvel engouement pour lui. D'autre part, Shin va à l'école et regarde le tableau d'affichage où il a rencontré Murano pour la première fois, mais elle l'ignore une fois de plus. Hideo est également à proximité, et il sent à nouveau un faible signal de Migi qui le rend méfiant. Il essaie d'utiliser une intention de tuer pour provoquer une réaction de sa part, mais rien ne se passe, et Hideo commence à penser que quelque chose ne va pas avec Mickey, ou qu'il est juste stupide. Ce jour-là, alors que Shin rentre chez lui, il trouve son père en réunion avec un fonctionnaire du gouvernement qui croit son histoire de monstre, mais dit qu'ils ne peuvent pas la rendre publique car cela provoquerait la panique. Il dit que le problème est mondial et dit à Kazu de considérer les parasites comme des monstres sauvages se cachant parmi les humains. Ils font également un croquis basé sur ces descriptions et l'artiste dessine une image précise du visage de la créature. Pendant ce temps, Tamiya a changé de forme et rencontre un autre parasite intelligent. Elle dit que s'ils continuent à manger des humains sans réfléchir, ils seront chassés. L'homme est d'accord et dit qu'elle seule a réfléchi aussi profondément. Quand elle demande leur but, il dit que les humains sont un poison pour la Terre et qu'ils sont là pour contrôler la population. De retour à la maison, le père de Shin décide de lui dire la vérité et révèle tout. Shin écoute silencieusement et hoche la tête, mais il ne révèle rien sur lui-même. Ailleurs, l'artiste du croquis s'avère être le frère de Takai. Et une nuit, Takai jette un coup d'œil dans son carnet pendant qu'il dort et voit le croquis du parasite. Il se réveille soudainement et le reprend, disant que cela fait partie d'une enquête. Le lendemain, Takai remarque Hideo seul et recommence à le surveiller. Soudain, une balle de baseball perdue le frappe à la tête et lui laisse une bosse. Il se remet rapidement de la blessure et cela suffit à effrayer Takai et à lui faire réaliser que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Shin décide de parler à Murano et de arranger les choses. Mais juste au moment où il est sur le point de le faire, Migi le prévient qu'Hideo devient hostile. Il s'avère que le gang de Mitsuo est venu se venger de lui et il est prêt à les tuer. Shin se précipite rapidement pour l'arrêter, tandis que Murano est laissée confuse. De l'autre côté, Hideo sent aussi ce qui se passe et dit aux garçons d'attaquer tous en même temps car il ne veut pas attendre Shin. Soudain, Shin saute par-dessus le mur et arrive là, et Hideo est choqué et se demande comment Shin l'a atteint si vite. Shin affronte Hideo et lui demande s'il montre enfin son vrai visage. Hideo dit que ce n'est pas sa faute car les garçons ont cherché la bagarre et Shin lui dit de partir car il s'en occupera. Hideo décide de suivre son conseil et s'éloigne sans réagir aux insultes des garçons. Les voyous se moquent alors de Shin pour avoir protégé un ami, mais il se met en colère et dit qu'Hideo n'est pas son ami. Ami, il dit à tout le monde de rentrer chez eux et de ne plus jamais cibler Hideo pour leur propre sécurité. Mitsuo est enclin à le croire, mais les autres garçons ne le sont pas. Mais alors, Shin défie le plus fort d'entre eux à se battre. Le gars attaque soudainement Shin, mais il bloque facilement son coup de poing, et alors qu'il est sur le point de lui écraser le bras pour effrayer tout le monde, l'homme réalise la différence de leur niveau de puissance. Il s'enfuit immédiatement, disant à ses garçons de le suivre car ils ne peuvent pas gagner. Shin retourne à l'école après cela et trouve Murano qui l'attend,
en tenant son sac. Ils sont sur le point de se réconcilier, quand Shin l'attire soudainement près de lui, car Hideo est là. Il demande à Shin ce qu'il a fait au brut, et il répond avec colère que ce ne sont pas ses affaires. Hideo s'éloigne, et Murano rappelle à Shin qu'il lui fait mal à la main. Il s'excuse et lâche sa main, disant qu'Hideo peut sembler normal, mais qu'il est perturbé à l'intérieur. Murano essaie de le calmer, et dit qu'il a vraiment changé maintenant. Elle dit que son Shin ne parlerait jamais comme ça, et demande s'il est vraiment Shin. Il s'énerve et lui crie de se taire, ce qui fait fuir Murano en pleurant. Plus tard, Shin s'assied seul et se sent déprimé. Il pense qu'il se sent ainsi à cause du trou dans son cœur. Migi essaie d'aider et dit que Shin est devenu plus fort, physiquement et mentalement, et que ce que les autres pensent de lui n'a pas d'importance. Ailleurs, Taikai suit toujours Hideo, et elle le voit enfin changer, ce qui la terrifie. Elle a entendu des histoires sur les monstres qui changent de visage, et elle sait qu'il peut lui en dire plus à ce sujet. Elle rentre chez elle et interroge son frère sur les monstres, et il dit qu'ils peuvent posséder des corps humains et manger des gens. Takai commence à croire qu'Hideo est aussi un monstre, mais elle se sent aussi incertaine et effrayée. Elle décide de parler à Hideo d'abord au lieu d'agir, ce qui est une décision d'une intelligence remarquable. Le lendemain à l'école, Takai appelle Hideo pour le rencontrer et apporte une bouteille d'acide pour sa légitime défense. Quand Hideo arrive et demande pourquoi elle l'a appelé, elle dit qu'elle l'aimait bien, mais l'a vu faire des choses étranges. Elle demande s'il est vraiment un monstre qui mange des gens. Hideo demande ce qu'il en est, et elle dit qu'il devrait rentrer chez lui sans blesser personne. Hideo se met en colère parce que son secret est révélé, et il se transforme pour la tuer. Au même moment, Migi sent le danger et avertit Shin, qui est furieux contre Takai pour être si imprudente et stupide. Shin sort en trompe de la classe et court dans le couloir pour trouver Takai. Mais il ne peut pas savoir où elle se trouve exactement. De l'autre côté, Takai panique déjà, car Hideo a révélé sa vraie forme. Il lui dit de ne pas bouger, promettant une mort indolore si elle coopère. Il l'attaque. Mais elle trébuche et esquive son coup d'une manière ou d'une autre. Elle trouve alors la bouteille d'acide et elle la lui jette en désespoir de cause. Hideo la coupe en plein vol, mais l'acide tombe sur lui et lui brûle le visage. Il commence à crier de douleur et se transforme davantage, et Takai en profite pour s'échapper. Elle sort par la fenêtre, tandis que des élèves au sol la regardent et la remarquent. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un tentacule jaillit soudainement. Takai saute de peur, mais un arbre amortit sa chute, et les élèves se précipitent pour la vérifier, puis décident donc de monter pour voir ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Hideo panique, car il s'est transformé sans réfléchir, et une partie de l'acide est entrée dans son corps, son visage est maintenant déformé, et il ne peut plus penser clairement ni contrôler ses expressions à cause des tissus endommagés. Migi capte ses pensées incohérentes et dispersées, et dit à Shin qu'ils doivent savoir se dépêcher. Au même moment, les élèves et les professeurs qui montent tombent sur Hideo dans son état transformé, et il les tue instinctivement tous avant de fuir, ce que Migi notifie immédiatement à Shin. Certains des professeurs survivants sont témoins du carnage et crient de terreur avant de sonner l'alarme et d'appeler la police. Migi sent qu'Hideo se dirige vers leur classe, alors lui et Shin se précipitent, mais ils rencontrent une foule paniquée à l'entrée. Migi dit qu'il devrait utiliser la foule pour évacuer en toute sécurité, mais les professeurs paniquent d'un coup toujours et disent qu'une classe manque. Shin réalise que c'est la classe de Murano et se précipite pour la trouver. En montant, Shin voit des élèves courir de peur, mais Murano n'est pas parmi eux, et il refuse d'accepter de la perdre. Il atteint l'étage et voit des piles de cadavres, et pendant un instant, son esprit se vide alors qu'il crie de terreur. Migi lui dit de se calmer et de contrôler sa respiration, et Shin pense à la façon dont son père et Murano lui ont dit qu'il était différent maintenant. Il réalise à quel point il a changé quand il retrouve rapidement sa concentration, et jure de sauver Murano en tuant Hideo lui-même. Il avance et aperçoit quelqu'un qui ressemble à Murano, mais heureusement, il s'avère que c'est une personne différente. Il continue et utilise son ouïe améliorée pour localiser 3 personnes, et quand il y va, il trouve Murano parmi elles. Dès qu'elle l'aperçoit, elle le serre très fort dans ses bras, et Shin lui dit qu'ils doivent s'en aller sans tarder. Les autres garçons, eux, paniquent, car ils savent lorsque le massacre a eu lieu d'où Shin est arrivé. Et ils pensent qu'il pourrait être l'un des monstres, alors ils s'enfuient dans la direction opposée et sont instantanément découpés. Comprenant qu'Hideo est tout près, Shin saisit Murano, se précipite dans une salle de classe vide, puis saute par la fenêtre, franchit la clôture de l'école d'un bond et la met à l'abri. Murano est toujours terrifiée et tremblante. Alors il la réconforte avec douceur et la confie au service d'urgence.
avant de faire demi-tour et de se diriger vers l'école. À présent, la police a entièrement bouclé la zone, il n'est donc pas aisé d'y pénétrer. Mais quand Miggy lui demande s'il veut encore se battre, Shin répond que c'est leur responsabilité d'y mettre un terme. Miggy pense que la police finira par maîtriser Hideo, mais Shin observe Hideo tuer un bon nombre d'officiers et s'échapper sur le toit, bien que blessé. Il décide que la seule manière de vaincre Hideo est de le cibler à distance, alors il s'éloigne de 300 mètres pour ne pas être repéré. Il attend patiemment qu'Hideo monte sur le toit, puis fusionne sa puissance avec la visée automatique de Miggy pour projeter une pierre, telle une balle. La pierre transperce parfaitement le cœur d'Hideo, et la police retrouve son corps sans vie peu de temps après. Plus tard, les reportages annoncent qu'Hideo avait un problème de drogue et s'est livré à une folie meurtrière qui a coûté la vie à de nombreux étudiants, le gouvernement ayant décidé d'étouffer la vérité. Miggy affirme que c'est une décision judicieuse, car il est impossible de détecter les parasites, chez les humains, par des méthodes conventionnelles. Shin dit qu'ils doivent venir en aide aux humains, à présent, mais Miggy refuse catégoriquement et lui rappelle qu'il ne se soucie que de la protection de son identité. Au même moment, des hauts fonctionnaires du gouvernement tiennent une réunion secrète pour décider de la marche à suivre, et certains soutiennent qu'ils devraient révéler l'existence des parasites au public. Ils se demandent comment les détecter, et un scientifique explique que les cellules parasites ne restent en vie qu'avec un apport sanguin constant, surtout si la partie est de petite taille. Il suggère qu'arracher un cheveu est le test le plus simple, car si c'est un parasite, le cheveu se tortillera et mourra. Mais les cheveux humains, eux, ne réagiront absolument pas. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une idée géniale et nomme même le scientifique pour le prix Nobel. Pendant ce temps, Shin et Murano se rapprochent considérablement après tout cet incident, et Shin ne lui révèle jamais l'entière vérité sur ce qu'il a fait. Il lui dit que sauter du 3e étage et par-dessus la clôture n'était qu'une simple poussée d'adrénaline, et elle le croit. À cet instant précis, ils aperçoivent 2 enfants devant eux, s'arrachant mutuellement les cheveux en guise de salutation, une habitude devenue courante depuis la diffusion de la nouvelle méthode de détection. Cependant, cela s'avère extrêmement dangereux, car les parasites qui se retrouvent exposés dans des lieux isolés se contentent de tuer et de dévorer les personnes qui ont eu la malchance de découvrir leurs secrets. D'un autre côté, Kana rêve qu'elle est une princesse dans un jardin fleuri, où des monstres l'attaquent soudainement. Par chance, Shin arrive, tel un prince, en armure étincelante, et tue les monstres, la sauvant ainsi. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, elle se réveille, complètement bouleversée. Elle est devenue la dernière boss de Dululu, et est désormais persuadée que ce rêve a une signification importante. Plus tard, elle lit les nouvelles concernant l'incident de l'école, impliquant Hideo, et se souvient que Shin l'avait mise en garde contre le danger, ce qui la pousse à se demander si Shin lui-même est impliqué dans cette affaire d'une manière ou d'une autre. Soudain, elle sent Shin passer tout près. Alors elle s'approche furtivement de lui et tente de lui arracher un cheveu, mais il l'arrête, lui disant que c'est de très mauvaise manière. Il finit par l'autoriser, et bien que le cheveu ne montre aucune réaction, Kana décide de le garder précieusement avec elle, comme porte-bonheur. Elle suit ensuite Shin et lui demande s'il savait quoi que ce soit à propos d'Hideo, mais il le nie catégoriquement. Shin commence à se demander s'il peut faire confiance à Kana en lui révélant la vérité, puisqu'elle semble si spéciale, mais il sait que Miggy est éveillée et n'approuverait pas du tout. Alors il dit plutôt à Kana de se tenir à l'écart chaque fois qu'elle ressent sa présence, car elle risquerait de tomber sur un monstre. Mais Kana balaie cela d'un revers de main et dit qu'elle se contentera d'arracher un cheveu pour vérifier. Cela met Shin tellement en colère qu'il la plaque violemment contre le mur et lui hurle de ne surtout pas faire ça. Il se calme ensuite et lui explique que c'est extrêmement dangereux, et Kana est secrètement ravi qu'il s'inquiète autant pour elle. À cet instant précis, Miggy dit qu'ils doivent absolument parler, et Shin s'enfuit sans savoir que Murano a tout observé de loin. Tandis que Miggy avertit Shin de ne plus du tout parler à Kana, car il lui donne bien trop d'indices, Kana aperçoit Murano, et elle décide de discuter. Murano demande si Kana pense, elle aussi, que Shin a énormément changé récemment, mais celle-ci répond qu'il a toujours été intense et féroce de cette manière. Kana sait que Murano aime Shin, mais son expression préoccupée indique que tout ne va pas pour le mieux entre eux. Et cela lui donne l'espoir qu'elle a encore une chance. Dans un autre quartier de la ville, un homme grand et très musclé, ne portant qu'un slip et un débardeur, pénètre dans un bureau de Yakuza et demande au garde combien de personnes se trouvent à l'intérieur. Lorsque le garde lui intime de partir, l'homme refuse, arborant un sourire des plus inquiétants. Le gangster tente de l'attaquer pour lui donner une bonne leçon, mais l'homme lui fracasse la tête contre le mur et pénètre dans le bâtiment, entreprenant de massacrer absolument tout le monde à l'intérieur. Il esquive les balles, déchiquette les gens à main nue, sans jamais être touché. Soudain, un homme parvient à le blesser avec une épée, mais il la brise en utilisant sa force musculaire et l'envoie voler directement dans la tête d'un autre homme. Il compte cela comme un et continue de tuer d'autres gangsters, comptant chaque fois qu'il est atteint. Au final, il n'est touché que 3 fois et estime que c'est un résultat plutôt satisfaisant.
Les gangsters restants sont terrifiés, mais lui demandent de quoi diable il est en train de parler, et le parasite leur révèle qu'il mène une expérience pour tester sa force face à un groupe armé, avant de les achever. À l'extérieur, les gens se rassemblent autour du bâtiment en apercevant les corps et appellent pour la police, et ils paniquent en voyant l'homme sortir, entièrement couvert de sang. Cependant, au lieu de se tenir à distance, ils le poursuivent stupidement, seulement pour qu'il disparaisse au détour d'un coin de rue, saisissent l'un des hommes par derrière et reviennent déguisés à son tour. Il se dirige calmement vers sa voiture et son chauffeur, lui aussi un parasite, le conduit auprès de son patron, qui est extrêmement satisfait de constater les résultats de son petit test. Ailleurs, Shin et Murano se rendent à leur premier rendez-vous galant, mais les choses deviennent rapidement embarrassantes lorsqu'elle évoque à quel point il a changé, et suggère même que le Shin revenu de son voyage pourrait bien ne plus être la même personne. Lorsqu'elle mentionne ce voyage, Shin se lève brusquement et s'en va. Plus tard, il s'assoit actif sur un banc pour se reposer et remarque un enfant qui pleure, car il n'arrive pas à suivre sa mère. Il traite sa mère de stupide, et la femme, déjà épuisée, se met en colère et tente de le gifler. Cela déclenche un souvenir douloureux dans l'esprit de Shin concernant sa propre mère, et il commence à marmonner à propos de ce vide dans son cœur. Murano s'inquiète beaucoup pour lui, et alors qu'elle l'appelle par son nom, Shin se calme subitement. Ils rentrent chez eux ainsi, et il se demande si le fait d'être fusionné avec les cellules de Migi n'aurait pas drainé ses émotions. Cependant, il est absolument certain qu'il aime toujours Murano, et que ces sentiments-là sont bel et bien les siens. Alors qu'ils rentrent chez eux ensemble, Kana ressent soudainement la présence de Shin et se précipite à ses côtés, seulement pour le voir embrasser Murano. Son cœur se brise en assistant à cette scène, et elle s'éloigne en silence. De son côté, Murano fait ses adieux à Shin, mais se met à pleurer en silence, toujours incertaine si la personne avec qui elle se trouve est bien le véritable Shin. Cette nuit-là, Kana, désespérée, appelle Shin, lui disant qu'elle souhaite absolument lui parler. Il va la retrouver le lendemain, mais à la gare, Migi ressent soudainement la présence de 5 des siens, tout près, ce qui fait paniquer Shin, car ils sont bien trop nombreux. Migi dit qu'ils l'ont également remarqué, mais ne semble pas encore hostile. Alors qu'il s'approche davantage d'eux, Migi ressent la présence d'un total de 8 parasites, 6 sur scène et 2 en contrebas. Shin jette un coup d'œil discret pour les observer et découvre un candidat à la mairie, promouvant des politiques écologiques, accompagné de ses partisans, et il se demande qui parmi eux sont des parasites. Puis soudainement ses yeux croisent ceux de l'homme du massacre de tout à l'heure, et tous deux se reconnaissent instantanément comme des parasites. Shin panique, bien que Migi soit confiant qu'il n'attaquera pas, car il ne semble pas intéressé. Shin décide de s'enfuir sur le champ, mais il tombe nez à nez avec Kana. Il lui demande pourquoi elle est ici, et elle lui répond que c'est une question idiote, car elle habite là, et c'est elle qui l'a appelée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shin s'en souvient, mais il est à présent très inquiet pour elle. Plus tard, Shin et Migi rentrent chez eux et discutent du politicien Hirokawa. Ils se demandent s'il est un parasite, et pourquoi quelqu'un comme lui souhaiterait devenir maire. Migi dit que peut-être il est sincèrement intéressé par ce poste, et pourrait même s'avérer être un excellent maire, mais il suggère également qu'Hirokawa pourrait tenter de bâtir un refuge sûr pour les parasites, ce qui soudainement éclaire tout pour Shin. Shin pense alors à Kana, et se souvient comment elle lui avait dit plus tôt qu'elle pouvait ressentir la même énergie provenant de 3 ou 4 autres personnes derrière lui, et il s'inquiète alors encore davantage pour elle. Le lendemain, Shin se rend pour explorer la base d'Hirokawa, afin de voir combien de parasites s'y cachent. Mais il tombe plutôt sur Kana. Il décide de lui parler et lui demande si elle ressent, elle aussi, la même étrange sensation que lui chez d'autres personnes. Kana répond que cela lui arrive parfois avec des personnes aléatoires, et quand Shin lui dit de se tenir à l'écart de cela, elle refuse catégoriquement et exige d'en connaître la raison. Lui demandant si c'est lié au parasite, à cet instant précis, Mitsuo apparaît et dit qu'il souhaite parler à Kana. Shin s'écarte et dit à la jeune fille qu'ils parleront sérieusement plus tard et qu'il lui enverra un message. Kana lui répète qu'elle peut toujours le ressentir tout près, et cela rend Mitsuo jaloux car il se demande si Kana est devenue une fille facile à présent. Plus tard, Migi demande à Shin s'il envisage sérieusement de révéler la vérité à Kana, et Shin admet que c'est le cas. Migi l'avertit immédiatement que si elle venait à devenir une menace, il devrait la tuer, car la protection de leur identité est bien plus importante. Pendant ce temps, Kana ne cesse de penser à Shin et ressent soudainement sa présence tout près, alors elle se précipite dehors, tard dans la nuit, pour le retrouver. Mais elle tombe plutôt sur une femme étrange, et se retrouve effrayée. Elle s'enfuit, mais à cet instant précis, elle reçoit un message de Shin lui demandant de le rencontrer le lendemain. Il se retrouve le jour suivant, dans un bâtiment abandonné, et Shin claque sa main contre le mur pour s'assurer que Migi est bien endormi. Alors il raconte absolument tout à Kana concernant les parasites, et Migi espérant sincèrement qu'elle comprendra. Cependant, elle ne le croit absolument pas, et affirme qu'il doit mentir, car il ne veut plus la voir maintenant qu'il a une petite amie.
Shin répond qu'il ne mentirait jamais à propos de quelque chose d'aussi grave juste pour l'éviter. Kana fait alors une véritable crise de colère, insistant sur le fait que son pouvoir est unique et qu'elle peut le distinguer des autres sans problème. Bien qu'elle mente, Shin décide de la croire. Kana décide ensuite de s'en aller, mais elle dit à Shin qu'elle espère bien voir un jour ce que sa main droite est capable de faire. Le lendemain, Shin rentre chez lui avec Murano, tandis que Kana les suit secrètement, se demandant pourquoi il ne peut pas la voir, alors même qu'ils sont censés être des âmes sœurs. Elle veut qu'il la remarque et finit par émettre inconsciemment un signal, tel celui d'un parasite, que Migi capte immédiatement. À cet instant précis, Mitsuo apparaît de nouveau et sort Kana de sa torpeur, lui disant d'abandonner Shin, car il n'est plus libre, et qu'il n'est même pas bon pour elle. Kana se met en colère et lui demande s'il pense être le bon pour elle. Elle le traite de père en lait, stupide et minable, ce qui blesse profondément les sentiments de Mitsuo. Kana réalise qu'elle est allée beaucoup trop loin et tente de s'excuser, mais il est déjà trop tard, et il s'en va sans jamais se retourner. Le lendemain, Migi informe Shin que Kana est désormais capable d'émettre un signal de parasite, et Shin commence à paniquer, car cela pourrait la mettre en grand danger. Migi explique que le signal ne fonctionne que sur une courte portée et exige une concentration intense, elle devrait donc être en sécurité. Mais alors, Shin révèle qu'il a déjà absolument tout dit à Kana lorsque Migi dormait. Il promet que Kana ne les trahira jamais, puis demande à Migi de lui montrer sa véritable forme. Migi accepte, ce qui surprend énormément Shin, car c'est très inhabituel de sa part. Shin décide de retrouver Kana le lendemain. Mais lorsqu'il arrive à la gare, Migi ressent soudainement la présence de 2 parasites tout près. Shin change alors rapidement le lieu de rendez-vous et fait semblant d'être en communication afin de ne pas paraître suspect. Une fois que les parasites sont partis, il appelle Kana, mais elle a déjà laissé son téléphone chez elle, bien décidée à prouver son pouvoir et à faire en sorte que Shin la remarque. Kana décide de le trouver par elle-même en suivant le signal. Au même moment, Migi détecte un signal de parasite provenant d'un bâtiment abandonné, et Shin réalise que Kana pourrait bien se diriger vers cet endroit, alors il s'y précipite. Par une étrange coïncidence, Kana a déjà atteint le lieu et ressent la présence de quelqu'un qu'elle croit être Shin. Mais il s'avère que c'est un parasite en train de se nourrir d'un humain. Kana panique et tente de s'enfuir alors que le parasite l'aperçoit, mais celui-ci l'attaque et lui blesse le bras. Kana croit toujours que Shin viendra la sauver, exactement comme dans ses rêves, et Shin arrive bel et bien, mais il est malheureusement trop tard. Elle est poignardée en plein cœur, juste au moment où elle l'aperçoit, puis s'effondre au sol. Shin est tellement empli de rage qu'il en devient silencieux. Il dit à Migi de prendre le contrôle de la défense, puis se précipite sur le parasite, le fracassant à travers le mur et le tuant en lui arrachant le cœur. Il se précipite alors vers Kana et la soulève dans ses bras, mais elle a déjà perdu bien trop de sang pour pouvoir survivre. Kana sourit et dit qu'elle savait qu'il viendrait, et que cela ressemble en tout point à son rêve. Elle meurt avec un sourire sur le visage, tandis que le cheveu de Shin qu'elle avait enroulé autour de son doigt se brise silencieusement. Shin se sent dévasté par sa mort, mais se retrouve pourtant incapable de verser la moindre larme. Quelques jours plus tard, il assiste aux funérailles de Kana, et demeure calme durant toute la cérémonie. La police est également présente, et ils font un signe de tête à Shin, car ils l'ont déjà interrogé auparavant, puisqu'il était celui qui avait découvert son corps. Il ne dit pas grand-chose, et les policiers comprennent pourquoi il ne les apprécie guère. Cependant, ils commencent alors à se demander qui a bien pu tuer le parasite responsable de la mort de Kana. Pendant ce temps, Shin rentre chez lui et ne cesse de se blâmer pour le décès de Kana, mais Migi lui dit que sa mort n'était qu'une simple question de temps. À cet instant précis, Mitsuo arrive, l'air complètement dévasté et échevelé. Il demande à Shin pourquoi il n'a pas protégé Kana et pourquoi il semble si calme même après son décès. Sans attendre la moindre réponse, Mitsuo le frappe d'un coup de poing et Shin s'effondre. Mitsuo le relève et continue de le frapper violemment, tout en hurlant que c'est la faute de Shin si Kana était morte. Il lui demande pourquoi il ne pleure absolument pas et hurle sur Shin, lui demandant s'il est encore seulement humain. C'est alors que Shin craque et frappe Mitsuo d'un coup de poing puissant. Il hurle qu'il ne sait pas s'il est un humain, puis demande pourquoi les humains doivent être si fragiles. Avant que la situation ne dégénère davantage, Shin s'empêche de frapper Mitsuo une nouvelle fois et s'éloigne. Tandis qu'il marche, il ne cesse de se demander pourquoi il ne peut pas pleurer et pense que Migi a peut-être pris le contrôle de son cerveau, sans même qu'il ne s'en aperçoive. Il se rend dans un parc et commence à se cogner la tête contre un arbre, mais Migi l'arrête. Shin constate que son sang est toujours rouge, mais il n'est plus du tout certain que cela suffise à affirmer qu'il est encore humain.